OK, alors bonjour tout le monde et bienvenue à la période de révision. Alors, je vais passer à travers l'examen de automne 2019 et par la suite, je vais passer à travers le TP. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lire l'énoncé et je vais vous dire ce que je recherchais dans la correction. OK, alors la valeur nominale d'une obligation de 10 ans avec des coupons de 50 des coupons annuels de 50 et de 1000 toutes les obligations ont une valeur nominale de 1000 Maintenant, le taux d'intérêt peut valoir 5,90, 6 et 10, 6 et 20, 6 et 30 avec une distribution de probabilité. Alors, quel est le prix attendu de cette obligation? Quelle est la moyenne pondérée de cette obligation? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est que pour chacun de ces taux d'intérêt, on va calculer la valeur de l'obligation. Et par la suite, la valeur attendue de l'obligation, on a 15 de la valeur quand le taux d'intérêt est de 5,90. On a 55 de la probabilité des temps, on va calculer la valeur de l'obligation quand ça vaut 6 Donc, quand le taux d'intérêt est de 5,90, le prix d'une obligation est égal à la valeur actuelle de ses cash flows. Donc, 10 coupons de 50 et 1 000 remis à la toute fin dans 10 ans à 5,90. Donc, si le taux d'intérêt est de 5,90, le prix de l'obligation devrait être de 933 On fait la même chose pour 6, 6 et 10, 6 et 20, 6 et 30. On calcule le prix de l'obligation. Et par la suite, la moyenne pondérée, c'est 15 fois la valeur à 5,99 plus 55 fois la valeur à 6 plus 17 fois la valeur à 9,19 plus 8 fois la valeur à 6,20 plus 5 fois la valeur à 9,5. Une erreur qui était commune, c'est que j'ai beaucoup d'étudiants qui ont calculé le taux d'intérêt moyen. Alors, ils ont tout simplement fait une moyenne pondérée pour le taux d'intérêt, puis ils ont tout simplement plugué ça dans la formule qui était erronée. Quelle est la variance du prix de cette obligation? Donc, on connaît toutes les possibilités. La variance, c'est l'espérance au carré moins l'espérance au carré. On a déjà calculé ici l'espérance. Alors, le prix attendu, c'est l'espérance. La variance, on va tout simplement faire espérance de x au carré moins espérance de x au carré. Donc, on fait 933 et 44 au carré fois 15 plus 926 et 40 au carré fois 55 et ainsi de suite. Et ça nous donne l'espérance du prix de l'obligation au carré. Et la variance, alors on a cette valeur-là, la variance, c'est cette valeur moins la réponse précédente au carré. Et ça nous donne une variance de 47,67. Alors, j'ai certains étudiants qui ont arrondi les prix. Alors, ça donnait 49 et 68. Ne vous inquiétez pas pour ça, c'est tout aussi bon. Alors, qu'est-ce qui est en jaune ici? C'est tout simplement quand on arrondissait le prix de l'obligation. Donc, quel est l'écart type de cette obligation? C'est tout simplement 47 et 67, c'est la racine carrée. C'est l'écart type du prix de cette obligation. En passant, question que vous vous posez probablement, c'est est-ce que je suis l'erreur? Oui, je suis l'erreur, mais bien sûr, je ne vous donne pas 100% des points si je suis l'erreur. Ça dépend du cas, ça dépend de la question. Et ça c'était la question numéro 1. Donc, une petite note pour les obligations. De temps en temps, je pourrais vous poser la question du genre, le taux d'intérêt de la première année, I1, je vous donne la distribution. I2, je vous donne la distribution et I3, je vous donne la distribution. I1, c'est le taux d'intérêt de la première année. I2, c'est le taux d'intérêt de la deuxième année. I3, c'est le taux d'intérêt de la troisième année. Alors, supposons qu'on est au 1er janvier 2021 et je vous demande quelle est la valeur de cette série de cash flow. C'est le cash flow que vous allez obtenir à la fin de la première année, escompté divisé par 1 plus le taux d'intérêt de la première année, plus le cash flow de la deuxième année, divisé par 1 plus le taux d'intérêt de la deuxième année. Alors, il y a un taux d'intérêt la deuxième année, alors divisé par 1 plus le taux d'intérêt de la deuxième année et 1 plus le taux d'intérêt de la première année. Donc, une erreur commune, c'est qu'on prend cash flow 1 puis on laisse compte avec I1. On prend cash flow 2 puis on laisse compte pendant 2 années à I2. Et on prend cash flow 3 puis on laisse compte pendant 3 années à I3. Cash flow 3, il est connu dans 3 ans. Vous allez l'escompter pour la troisième année à I3. Vous allez escompter ça pour la deuxième année à I2 et vous allez escompter ça pour la première année à I1. OK, alors problème numéro 2.
Le taux sans risque est de 3,15 %. Le rendement du marché suit une normale de moyenne 10 % et d'écart type 10 %. Le bêta du titre est de 1,23. Alors, quel est le rendement attendu des actionnaires du titre? OK. Alors, quel est le rendement attendu? Alors, le rendement attendu des actionnaires, on a vu que c'est égal au taux sans risque plus bêta fois l'espérance du rendement du marché. Alors, je pourrais même, je pense que je vais même changer ça. Alors, c'est généralement noté l'espérance du rendement du marché. Alors, je vais le dénoter comme ça. Et l'espérance du rendement du marché, mais alors le rendement du marché suit normal de moyenne 10 % et d'écart type 10 % Alors, l'espérance du rendement du marché, c'est tout simplement 10 %. Donc, le rendement attendu des actionnaires, c'est le taux sans risque plus 1,23 fois l'espérance du rendement du marché qui est de 10 % moins 3,15 %. Alors, ça nous donne un rendement de 11,58 %. Quelle est la variance du rendement du titre? Donc, on a le rendement attendu des actionnaires est égal au taux sans risque plus bêta fois le rendement attendu du marché moins le taux sans risque. Alors, quelle est la variance de ceci? Alors, c'est la variance de toute cette formule ici. Alors, c'est la variance de toute la formule. Et ici, on vient à la formule AX plus BY plus C, la variance de AX plus BY plus C. Si on ajoute une constante, alors si j'ajoute 3 si l'écart type et la variance de votre groupe est connue pour votre examen final, et je majore tout le monde de 2 mais la variance va demeurer inchangée. Alors, si je vous dis que la variance est de 15, ou l'écart type est de 10 ça veut dire qu'en moyenne, les étudiants sont à 10 de la note. Si je donne 2 à tout le monde, mais l'écart type va demeurer 10 parce que je fais juste déplacer la moyenne. Donc, c'est une constante plus bêta fois une variable aléatoire moins une constante. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Ça va tout simplement devenir la variance de bêta. Alors, ça devient. OK, alors si alors, la seule variable aléatoire, c'est le rendement du marché. Bêta est connu, le taux sans risque est connu. Ici, si on fait un peu de manipulation ici, le bêta fois le taux sans risque. Ça, c'est une constante. Alors, on a variable aléatoire, constante, constante. Alors, si on ajoute n'importe quelle constante à une série de variables aléatoires, ça ne change pas la variance. Donc, ici, on a juste une variable aléatoire. Donc, c'est comme si le B dans Y, alors X, c'est le rendement du marché, et Y, il n'y a aucune variable aléatoire. Donc, on va tout simplement faire la variance de bêta fois le rendement du marché. Alors, ça va tout simplement être bêta au carré fois la variance du rendement du marché. Alors, ça revient tout simplement à la variance de bêta fois le rendement du marché. Alors, ça devient bêta au carré fois la variance du rendement du marché. Bêta est égal à 1,23, on met ça au carré. Et l'écart type est de 10 on va mettre 10 au carré. Et ça nous donne 151,29 pourcentage au carré, ou si vous avez mis ça en décimale, c'est tout aussi acceptable, 0,015129. Quelle est la probabilité que le rendement du titre soit plus grand que 9 Donc, quelle est la probabilité que le rendement attendu des actionnaires, que le rendement des actionnaires est de plus grand que 9 Bien, c'est tout simplement 1 moins la probabilité que le rendement soit plus petit que 9 Donc, on fait tout simplement 1 moins 9 moins la moyenne. La moyenne, on l'a calculé tantôt, divisé par l'écart type. Et l'écart type, c'est la racine carrée de la variance qu'on vient juste de calculer. Ici, je suivais l'erreur. Alors, s'il y avait des erreurs dans A et B, je la suivais. Alors, 1 moins cette fonction, qui est la fonction phi du normal standard. Alors, une variable aléatoire x suit une normale de moyenne mu et écart type sigma. X moins mu divisé par sigma suit une normale standard 0,1. Et ça, c'est la table normale qu'on a. Alors, tous les calculs vont être faits en utilisant ce qu'on appelle le théorème de la limite centrale. X moins la moyenne divisé par l'écart type, ça suit une normale standard. Alors, 9 moins la moyenne divisé par l'écart type donne moins 0,21. Alors, c'est 1 moins phi de moins 0,21.
Et phi d'un chiffre négatif, c'est 1 moins le phi du chiffre positif. Alors, phi de moins 0,21, c'est 1 moins phi de 0,21. Alors, phi de moins 0,21, c'est égal à 1 moins phi de 0,21. Et donc, la réponse, ça nous donne 58,32 %. Alors, la probabilité que le rendement du marché soit plus grand que 9 non, alors c'est ça. J'ai plusieurs étudiants qui ont calculé quelle est la probabilité que le rendement du marché était plus grand que 9 Ce n'était pas la question qui était demandée. OK, problème numéro 3. Je vous dis que la vanne est égale à l'investissement initial plus cash flow 1 divisé par 1 plus i, cash flow 2 divisé par 1 plus i au carré, cash flow 3 est égal à divisé par 1 plus i au cube. Alors, la formule normale de vanne. Je vous donne le taux d'intérêt qui est égal à 6,25. L'investissement initial, c'est 0. Alors, c'est tout simplement un calcul de cash flow. Et je vous dis que le cash flow 3, il est connu, il est égal à 12 000 Cash flow 1, on a la distribution. Et cash flow 2, on a la distribution. Alors, quelle est l'espérance de cash flow 1? C'est 10 000 fois 0,75, plus 11 000 fois 0,15, plus 12 000 fois 0,10. Ça, c'est une question qui était très bien réussie. Quelle est la variance de cash flow 1? Maintenant, on va calculer l'espérance de cash flow 1 au carré. Alors, 10 000 au carré fois 0,75, plus 11 000 au carré fois 0,15, plus 12 000 au carré fois 0,10. Ça nous donne l'espérance du cash flow 1 au carré. Et on va, alors, ça nous donne cette réponse-là. Et on va soustraire l'espérance de cash flow 1 au carré. Et ça nous donne la variance. La racine carrée de ce chiffre, c'est l'écart type. Quelle est l'espérance de cash flow 2? Même principe, vous allez calculer, alors c'est chaque possibilité fois la probabilité. Et si je vous demande quel est l'écart type de cash flow 2, alors ici, il y a beaucoup d'étudiants qui ont calculé la variance. Je demandais l'écart type. Alors encore une fois, on commence par calculer l'espérance de cash flow 2 au carré. 9 000 au carré fois 0,7, plus 10 000 au carré fois 0,2, plus 11 000 au carré fois 0,1. Ça nous donne l'espérance de cash flow 2 au carré. On va soustraire l'espérance de cash flow 2 au carré. Et ça nous donne la variance. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Alors, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. La variance, c'est le carré de l'écart type. L'écart type est dénoté sigma, donc la variance est dénotée sigma carré. Donc ici, j'avais quelques étudiants qui ont oublié de faire la racine carrée de 440 000. Quelle est l'espérance de la vanne du projet? Alors, on a la formule de la vanne, qui est celle-ci ici. OK? Alors, cash flow 1, c'est une inconnue. Cash flow 2, c'est un inconnu. Cash flow 3, il est connu. L'investissement initial, c'est 0, il est connu. Taux d'intérêt, il est connu. Donc ici, les seuls inconnus, c'est cash flow 1, cash flow 2. Alors, l'espérance de la vanne, c'est l'espérance de tout ceci. Alors, ça revient à la formule espérance de AX plus BY plus C. Alors, C, c'est égal à ceci. AX, alors AX, c'est cash flow 1. A, c'est 1 sur 1,0625. Y, c'est cash flow 2. BY, alors Y, c'est cash flow 2. B, c'est 1 divisé par 1,0625 au carré. Donc, ça devient tout simplement, vu que c'est au numérateur, ça devient tout simplement l'espérance de cash flow 1 divisé par 1,0625 plus l'espérance de cash flow 2 divisé par 1,0625 au carré plus 12 000 divisé par 1 plus i au cube. Et donc, la question numéro A, la question A, on avait l'espérance de cash flow 1. La question C, on avait l'espérance de cash flow 2. Et donc, on est capable de calculer la vanne attendue de notre projet. Maintenant, quelle est la variance de ce projet? Mais encore une fois, c'est investissement initial, c'est la formule de vanne. Alors, quelle est la variance de cette formule? I0 est égal à 0. Alors, encore une fois, ça revient à la formule de la vanne. Cash flow 1 divisé par 1 plus i, cash flow 2 divisé par 1 plus i au carré, cash flow 3 divisé par 1 plus i au cube. Les seuls inconnus ici sont cash flow 1 et cash flow 2. Alors, x et y. Alors, la variance de AX plus BY plus C, c'est égal à A carré fois la variance de X, plus B carré fois la variance de Y, plus 2AB fois la covariance entre X et Y. Donc, X est égal à cash flow 1, Y est égal à cash flow 2,
A est égal à 1 divisé par 1,0625, B est égal à 1 divisé par 1,0625 au carré, et C, c'est 12 000 divisé par 1,0625 au cube. Donc, ça devient A au carré fois la variance de X, alors X c'est le cash flow 1, plus B au carré fois la variance de cash flow 2, plus 2 fois A fois B fois la covariance entre X et Y. Aussi, dans l'énoncé, je vous dis que la covariance entre X et Y, c'est, alors cash flow 1 et cash flow 2, c'est égal à moins 100 000. C'est donné. Je ne vais jamais vous demander de calculer la covariance comme on faisait en finance 1, mais peut-être que ça va être donné, peut-être qu'on devrait l'extrapoler. Il y avait un examen où je demandais la covariance, mais on l'extrapolait avec la formule AX plus BY plus C, la variance de tout ça. Donc, ça devient A au carré fois la variance de X plus B au carré fois la variance de Y plus 2AB fois la covariance entre X et Y. Alors, dans la question B, vous avez calculé la variance de X qui est cash flow 1. Dans la question D, vous avez calculé Y, la variance de Y qui est cash flow 2. Et en conséquence, vous êtes capable de calculer la variance de la vente du projet. Quel est le coefficient de variation? Alors, le coefficient de variation, c'est une mesure du coût par dollar de risque. Alors, c'est sigma, l'écart type, divisé par la moyenne, ici. Alors, sigma, c'est la racine carrée de la réponse en F. Et la moyenne, vous l'avez calculée en E. Alors, c'est tout simplement ce chiffre, la racine carrée de ce chiffre, moins la racine divisée par ce chiffre. Alors, pour chaque dollar de vente attendue, il y a un risque autour de ce dollar de 0,0266. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, insérez ça dans le chat. Je vais essayer d'insérer ça au cours. Alors, la valeur nominale d'une obligation est de 1 000 $. Le prix d'une obligation 7 ans avec coupon annuel de 52,15, c'est 942,73. Alors, une obligation non convertible. Le prix d'une obligation corporative 15 ans avec coupon annuel de 50,32 avec 10 warrants attachés est de 958,61. Chaque warrant permet d'acheter le titre sous-jacent pour 50 $. Alors, quel est le taux d'intérêt du marché? On prend cette obligation pour calculer le taux d'intérêt du marché. Alors, 942,73, c'est la valeur actuelle de tous les cash flows. On a 7 coupons de 52,15 et à la toute fin de 7 ans, on reçoit 1 000 $. Alors, la valeur actuelle des 7 coupons est le 1 000 $ à la toute fin. Alors, dans la calculatrice, payment, valeur nominale, N est égal à 7. Present value est égal à 942. Certaines calculatrices, vous devez mettre ce chiffre en négatif. Alors, encore une fois, c'est votre calculatrice, la Sharp, je pense qu'elle a cette caprice. Alors, vous devez savoir que quand vous mettez present value, vous mettez moins 942. Juste vous souvenir, pour la Sharp, quand j'ai des cash flows qui rentrent, comme je reçois des coupons de 52,15, je reçois 1 000 $ de valeur nominale, c'est positif. Pour acheter cette obligation, je dois payer 942,73, c'est de l'argent qui sort. Alors, juste pour savoir où sont les signes. Et ça nous donne un taux d'intérêt qui est égal à 6,25 %. Donc, par la suite, on peut regarder cette obligation et on peut regarder s'il n'y avait aucun warrant, que serait le prix de cette obligation. Alors, la même obligation qui serait non convertible. Alors, quelle est la valeur du warrant? On commence par calculer la valeur de l'obligation qui est non convertible. Alors, si on a une obligation 15 ans non convertible avec des coupons de 50 et 32 et une valeur nominale de 1 000 $, on a 15 coupons de 50 et 32 et une valeur nominale de 1 000 $ dans 15 ans. Cette obligation non convertible vaut 883. Alors, cette obligation, si on attache 10 warrants, est transigée pour 958,61. Donc, la valeur des 10 warrants, c'est 958, la valeur de l'obligation convertible, moins 883, la valeur de l'obligation non convertible. Alors, les 10 warrants valent 75 $. Donc, j'ai un char, j'achète un char, ça me coûte 883, ou j'achète le même char avec l'air climatisé, ça me coûte 951. Quelle est la valeur de la clim? 75 $. Donc, 10 warrants vaut 75, un warrant vaut 7,50.
Si le prix de l'action sous-jacent chute demain à 1 sou, quelle est la valeur minimale que peut avoir l'obligation? Mais si le prix de l'action plante à zéro, la valeur des warrants vont chuter à zéro. Ben, la valeur des warrants ne va jamais chuter à zéro, mais ce serait un chiffre qui est très, 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 très bas. Alors, si je reviens avec mes actions, un warrant, c'est comme une option. Alors, supposons que un bon exemple, je vais vous dire des options que j'ai achetées l'année passée qui ont valu absolument rien. J'avais des options l'année passée sur Banque Laurentienne au début de la session. Alors, sur Banque Laurentienne, qu'est-ce qui est arrivé l'année passée? On va se mettre ici. OK? Alors, quand le prix était fluctué ici, alors pendant toute l'année, alors c'était monté jusqu'à 46 $, c'était monté jusqu'à 46 $. Vers ici, au mois d'août, j'ai acheté 1000 options avec un prix d'exécution de 46 $. Alors, chaque warrant m'ont coûté, je pense qu'ils m'ont coûté comme, je pense que j'ai acheté 2000 options pour 25 cents chacun avec un prix d'exécution de 46 $, des options 3 mois. Ensuite, COVID, elle a frappé et le prix de l'action, elle a planté jusqu'à 26 $. Moi, j'ai des options qui me permettent d'acheter le sous-jacent à 46 $. Mais chacune de ces options ont été de 25 sous aux alentours d'ici. Et quand ça va planter, chacune de ces options, ben, ils ne se transigeaient pas gratuitement. Ils ne valaient pas zéro. Alors, si tu voulais les vendre, je pouvais juste les vendre pour 1 sou. Alors, éventuellement, ils ont expiré sans aucune valeur, mais à ce moment ici, les options ne sont pas expirées. Il y a tout le temps un potentiel théorique que le prix de l'action remonte à 46 $. C'est possible. Et en conséquence, le prix de l'action, si jamais ça remontait à 46 $, ce serait profitable. Mais je veux dire, la probabilité que ça arrive, c'est très bas. Donc, chaque option valait 1 sou. Alors, j'avais des options qui ont expiré sans aucune valeur. 80 % du temps que j'achète des options, je perds de l'argent dessus. C'est juste le 20 % du temps que je fais de l'argent, j'en fais beaucoup, comme en ce moment. Alors, j'ai ma deuxième meilleure année ma deuxième meilleure session pour des options. Alors, chaque fois que je donne le cours Finance 1, on a un cours qui est juste sur les options. Et des fois même, quand je donne Finance 2, j'achète des options justement pour expliquer comment ça fonctionne. Ouais, la loi de Pareto. Mais l'affaire, c'est que 80 % du temps, je vais perdre 100 % de mon investissement et 20 % du temps, je vais faire quelque chose comme 4, 5, 600 %. Un peu comme j'ai fait cette session. Alors, j'ai payé 3 000 $ et 3 500 $ pour toutes mes options. Je pense qu'ils valent en ce moment 14 000, dont 5 000 que j'ai vendus. Alors, les 2 500 qui restent, ils valent 9 000 aujourd'hui. Donc, je veux dire, mais si le prix de Scotiabank chute de 4 $, la valeur va partir de 9 500 et tomber à zéro. OK. Alors, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui arrive? Si le prix de l'action le prix de l'action tombe à 1 cent. Alors, un peu comme qu'est-ce qui est arrivé avec Banque Laurentienne. Alors, les warrants vont valoir 0,01 sou, mais vraiment, c'est comme si ça valait au moins zéro. Donc, le prix d'une obligation convertible, c'est le prix d'une obligation non convertible plus la valeur des warrants. Et si les warrants valent zéro, donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le prix de l'obligation convertible va tout le temps au moins valoir le prix de cette même obligation non convertible. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a calculé la valeur non convertible de l'obligation. Donc, si la valeur des warrants chute à zéro, donc, je veux dire, ils valent 75 $ aujourd'hui, mais si le prix de l'action plante à zéro, les warrants vont valoir absolument rien. Donc, on va quand même avoir la valeur de l'obligation non convertible. Une petite note là-dessus, c'est que si le prix de l'action chute à zéro, il y a des bonnes chances que la compagnie est en banqueroute. Et si c'est le cas, probablement que la valeur de l'obligation va chuter quand même. Donc, ici, on va assumer que la compagnie n'est pas en banqueroute, c'est juste que le prix de l'action a planté. Je veux dire, les warrants ont été émises aujourd'hui. S'ils expirent demain et ils sont hors de l'argent, c'est la même chose. Alors, pour revenir à ça, c'est un bon point. Si je reviens avec mes obligations, ben, je vais revenir avec mes options de BMO. Alors, une option, un warrant, c'est comme une option. Donc,
Moi, j'ai des options sur BMO à 100 $. Si le prix de l'action monte, aujourd'hui, chacune de ces options valent 1,60 $. L'expiration, c'est le 15 janvier 2021. Mais supposons que d'ici le 15 janvier 2021, le prix de BMO, il ne monte pas. Il reste flat à 96,77. Aujourd'hui, l'option vaut 1,60. Mais à chaque jour que le prix ne bouge pas, je m'approche de la date d'expiration. Le prix de l'option va perdre quelques cents à chaque jour d'ici le 15 janvier. Alors, supposons que BMO reste planté à 96,77 pendant 2 mois. Ça veut dire que dans une semaine, chacune de mes options vont peut-être valoir 1,25. La semaine d'après, ils vont valoir 1,5. Par la suite, 80. Ils vont tranquillement, pas vite, baisser vers zéro. Mais si par contre, le prix de l'action de BMO monte à 101 $, bien, je veux dire, ça va être une remontée astronomique pour une option à cause de l'effet de levier. Donc, c'est ça. Alors, la valeur minimale que peuvent avoir les warrants, c'est 0. Alors, généralement, à l'expiration, s'ils n'ont aucune valeur, ils valent 0. Et le prix d'une obligation convertible vaut au moins la valeur de cette même obligation non convertible. Donc, le prix d'une obligation convertible, c'est la valeur de la partie pure de l'obligation, alors juste les coupons puis la valeur nominale, plus la valeur de l'air climatisé, la valeur des warrants. Donc, si la valeur des warrants est de 0, elle vaut au moins la valeur non convertible. OK. La valeur marchande du compagnie est de 13 millions répartis sur 250 000 actions. Un projet financé par des droits de souscription à 50 $. Il faut 4 droits pour acheter une action au prix de souscription. Donc, ça veut dire qu'il y a 13 millions de dollars répartis sur 250 000 actions. Donc, si on a un projet, on a 250 000 actions, il t'en faut 4 pour acheter une nouvelle. Donc, on va créer 250 000 divisé par 4 nouvelles actions. Ça, c'est 62 500. Ah, c'est ça, ici. 62 500 nouvelles actions au prix de 50 $. Donc, la valeur du projet, c'est le nombre de nouvelles actions. Au prix de souscription, 3 125 000. Maintenant, la souscription en tant que telle ne crée aucune valeur. Donc, la valeur de la compagnie était de 13 millions. On a dorénavant ajouté 3 125 000. Alors, le 13 millions était réparti sur les actions initiales. Maintenant, on va avoir 13 millions. On va ajouter 3 125 000 à la valeur des actionnaires qui va être réparti sur les actions initiales et les actions qui ont été créées suite à la souscription. Donc, le prix de l'action va refléter ça. C'est le 13 millions initial plus le 3 millions collectés par la souscription sur les 250 000 actions initiales et les 62 500 actions qui ont été créées. Alors, le prix de l'action va chuter à 51,60. Ici, vous pouvez calculer le prix de l'action initialement. Alors, 26, alors, chaque action vaut 52 $. Alors, chaque action vaut 52 $ initialement. On va créer, pour chaque 4 actions que vous possédez, vous pouvez en acheter une pour 50 $. Donc, il va y avoir un effet de dilution, mais il n'y a aucune valeur qui est créée ou détruite. Le projet lui-même, lui, va créer de la valeur, mais la souscription comme telle ne crée aucune valeur. Donc, quel est le prix de l'action après la souscription? 51,60. Donc, si tu avais une action avant, à 52 $, après, tu vas avoir une action qui vaut 51,60, mais tu n'as pas perdu ce 40 sous. Ça, c'est la valeur du droit de souscription. Soit que si tu en as 4, tu peux exécuter ça et acheter une nouvelle action pour 50 $, ou ben donc, tu peux vendre chacune de tes droits pour 40 sous. Ah, c'était juste ça la question? OK. Taux d'intérêt est égal à 5,10 %. Une obligation 15 ans avec des coupons de 60 $ annuels. Peut être converti en tout temps en 20 actions ordinaires. Le prix de cette obligation est de 1332. La valeur nominale est de 1000 $. Quelle est la valeur de la prime de conversion? Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez calculer la valeur de l'obligation si elle ne pouvait pas être convertie. Donc, une obligation 15 ans avec des coupons annuels de 60 $ et une valeur nominale de 1000 $. Quelle est la valeur de cette obligation? La valeur d'une obligation non convertible, c'est 15 paiements de 60 plus 1000 $ remis à la toute fin de 15 ans.
escompté à 5,10 %. Donc, vous avez le prix de l'obligation non convertible, 1092,79 $. Alors, si j'achète un char, ça coûte 1092,79 $. Si j'achète le même char avec la clim, ça me coûte 1332,76 $. Quelle est la valeur de la clim? Donc, une obligation convertible, c'est égal à la valeur non convertible plus la prime de conversion. Donc, la prime, c'est la différence entre une obligation convertible et le prix d'une obligation non convertible. Alors, 1332 moins 1092, l'option de conversion vaut 239,97 $. Quel est le prix maximal que actuellement peut valoir l'action? Alors, l'obligation vaut 1332,76 $. Tu peux le convertir en 20 actions. Donc, 1332 divisé par 20, ça veut dire que le prix de l'action théorique maximale peut être de 66,64 $. Pourquoi est-ce que ça, c'est la valeur maximale? Supposons que le prix de l'action aujourd'hui était de 100 $. Que serait la valeur de l'obligation? La valeur minimale de l'obligation, ce serait 20 actions à 100 $. Donc, 2000 $ serait la valeur de l'obligation minimale. Ce serait plus que ça, mais ce serait au moins égal à 2000 $ et on te dit que le prix de l'action, de l'obligation est de 1332. Donc, la valeur minimale théorique que peut valoir l'action, c'est 66,64 $. Le prix de l'action, le prix de l'obligation divisé par le nombre d'actions que peut être convertie l'obligation. Donc, si le prix de l'action grimpe à 90 $, quelle est la valeur minimale que peut avoir la prime de conversion? Alors, la valeur de 20 actions, c'est 20 actions à 90 $, 1800 $, c'est la valeur minimale que peut avoir l'obligation. Comme tantôt, je viens juste de dire 20 actions à 100 $, 2000 $, c'est la valeur minimale que peut avoir l'obligation. Et la valeur non convertible de l'obligation demeure inchangée, 1092. Donc, la valeur minimale que peut avoir l'obligation, c'est 1800. Alors, la valeur minimale convertible, c'est 1800 et la valeur non convertible demeure inchangée à 1092. Donc, la prime de conversion va grimper. Avant, la prime de conversion était à 239, mais si le prix de l'action grimpe, il était en dessous de 66 avant, mais s'il grimpe jusqu'à 90, la prime de conversion va grimper de 239 $ à 707,21 $. C'est un bon examen, celui-là. Ça fait 1 an que je l'ai donné, je l'ai oublié, mais il est vraiment bon, cet examen-là. OK, alors la structure optimale d'une firme, 70 % dette, 30 % actions ordinaires. Le bénéfice net de la dernière année était de 30 %. Le taux de distribution de dividendes est de 40 %. Ça veut dire que sur le bénéfice net de 300 000 $, on va verser 40 % en dividendes. Il va rester 60 % ou bedon 180 000 $ sur les actions ordinaires. Que doit être le montant du dividende? 40 % de 300 000, c'est 120 000. Réparti sur 100 000 actions, alors chaque dividende est de 1 $. Quelle est la valeur maximale des projets dans lesquels la compagnie peut investir? Alors, elle a versé 120 000 $ de son bénéfice net, 300 000. Alors, 180 000. Par contre, le niveau, alors les projets sont financés 30 % par des actions et 70 % par de la dette. Donc, on va prendre le 180 000 qui reste et ça, c'est 30 % de la valeur du projet parce que le reste va être fait en empruntant de la dette. Donc, si 30 % de la valeur des actifs vaut 180 000, ça veut dire que les actifs valent 600 000. 30 % de 600 000, c'est le 180 000 qui reste après qu'on a versé le dividende. Alors, 180 000 va être financé par des fonds propres et 70 % de ce 600 000 va être financé par de la nouvelle dette, donc 420 000 $. Et en conséquence, la structure capitale de la firme demeurera inchangée. Quel est le montant de dette supplémentaire que doit être emprunté? C'est justement le 420 000 que je viens juste de mentionner. Alors, les projets coûtent 600 000, 70 va être financé par de la dette, donc 420 000 de dette supplémentaire. Si pour chaque dollar de dividende versé, le prix de l'action chute de 95 cents, qu'est-ce qu'on peut dire sur le taux d'imposition des dividendes et des gains capitaux? Alors, le dividende après impôt
est égal au gain capital après impôt. Donc, si le dividende est de 1 $, après impôt, il va te rester 1 moins le taux de dividende. Et le prix de l'action va chuter de 95 cents. Alors, si tu avais vendu ton titre et tu l'as racheté le lendemain, tu aurais fait un gain capital de 95 cents. Après impôt, 95 cents, il va être taxé aux gains capitaux. Alors, si tu arranges tout ceci, la seule chose que tu peux dire, c'est que le taux de taxe sur les dividendes est plus grand que le taux de taxe sur les gains capitaux. Donc, les actionnaires vont préférer un gain capital à un dividende. Donc, si on s'attend à un dividende de 1 $, on va avoir tendance à vendre le titre avant le versement du dividende et le racheter après le versement du dividende. Et ça me fait penser à quelque chose qui se passe en ce moment. Alors, on s'approche du 31 décembre et l'année fiscale termine le 31 décembre. Qu'est-ce qui arrive? C'est que je vous ai mentionné que j'ai des actions de BMO dans mon portefeuille. OK, alors, qu'est-ce qui est arrivé cette année? C'est que j'ai acheté BMO pour 58 $ au mois de mars et le prix a grimpé jusqu'à 96 $. Voici ce que j'ai l'intention de faire, c'est que je vais vendre BMO pour 102 $ avant le 1er janvier. Parce que j'ai BlackBerry dans mon portefeuille que j'ai acheté à 65 $ en 2011 et le prix de BlackBerry aujourd'hui, si on sort BlackBerry, alors, le prix de BlackBerry. Alors, j'ai BlackBerry dans mon portefeuille depuis 2011. Je vais sortir le graphe. Alors, en 2011, pour 65 $ aux alentours d'ici, ouais, c'est ici, pour 65 $, c'est quand le BlackBerry Z10 il sortait, j'ai acheté 300 actions et je l'ai fait avec de l'argent emprunté. Et à l'intérieur d'un an, ça a planté jusqu'à 7 et ça n'a pas bougé depuis. Mais j'arrive jamais à vendre ce titre. Donc, qu'est-ce que je vais faire cette année? Je vais vendre BMO avant le 1er janvier et je vais vendre BlackBerry en même temps. Donc, je vais faire une perte sur BlackBerry d'environ 15 000 $. Je vais faire un gain sur BMO d'environ 12 000 $ et j'ai eu des gains capitaux pendant l'année qui valaient environ 3 000 $. En tout, si je vends BlackBerry en même temps que je vends BMO, je vais faire un gain capital total pour l'année de 0. Ce qui fait en sorte que je ne vais pas payer de taxes dessus. Et en passant, toutes mes options, je les mets dans mon CELI, mon Tax Free Savings Account. Donc, tous les gains que j'ai faits sur mes options, je ne paye pas de taxes dessus parce que c'est dans mon CELI. Alors, vous avez le droit de mettre jusqu'à 5 000 6 000 $ par année dans votre CELI. Moi, j'utilise mon CELI pour investir vraiment dans des actifs très, très, très risqués. Donc, les options, c'est le cas. Alors, à l'intra, je vous disais, pour une compagnie, les pertes en capital vont venir annuler les gains capital, mais c'est exactement ce que je vais faire avec BMO. J'ai l'intention de le vendre avant le 31 décembre. Il me reste toujours mes options. Alors, si ça continue de grimper, il n'y a pas de problème, il me reste mes options. OK, alors il y a quelqu'un qui me demande qu'est-ce que je pense d'investir long terme avec de l'argent emprunté. Je n'ai jamais fait un investissement que je ne pourrais pas risquer de perdre. Je ne pourrais pas risquer de perdre. Alors, en 2011, à chaque session, on me donnait 3 cours. Alors, je le savais qu'éventuellement, je pouvais le rembourser. Mais j'avais déjà quelque chose comme 150 000 $ dans mon compte d'investissement. J'ai emprunté un 20 000 supplémentaire pour investir dans BlackBerry. Puis toutes les dividendes de toutes mes actions qui existaient payaient les intérêts sur BlackBerry. Alors, à chaque fois que je recevais un chèque de paye, je gardais ça dans mon compte d'épargne. À la fin de l'année, je partais tout le temps en voyage. En 2011, c'était en Égypte. C'était au Moyen-Orient, alors l'Égypte et le Liban. Quand je suis revenu, il me restait 4 000 $. Je prenais ce 4 000 $ puis je flushais une partie de la dette. Alors, c'était 20 000 $ dans ma margin call. Alors, je n'ai jamais eu un margin call, même si tout mon portefeuille plantait. Écoutez, emprunter pour investir, c'est aussi risqué que quand j'investis dans des options. Commencez par investir de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Investissez pas tout simplement. Investissez pas de l'argent que vous pouvez risquer de perdre. Alors, moi, j'étais day trader en 2009 et je ne travaillais pas cette année-là à l'UQAM et j'étais en train de transiger le marché, mais pour moi, à chaque fois que je faisais une perte, c'était comme je ne pouvais pas manger ce soir-là. C'est comme ça que je regardais ça. Alors, je n'étais pas capable de gérer mes émotions. Je n'étais pas capable de me détacher. Alors, investissez jamais de l'argent que vous ne pouvez pas risquer de perdre. Alors,
il y a quelqu'un qui m'a demandé si le rendement moyen de la bourse, c'est 10 est-ce que ça vaut la peine d'emprunter? L'affaire, c'est que si moi j'emprunte 100 000 aujourd'hui, puis je mets ça à la bourse, puis la bourse crash l'année prochaine de 50 moi, je ne sais pas si je suis capable de rembourser ce 100 000 facilement. Ça va prendre des années. C'est pour ça, cette raison-là, que je ne le ferai pas. Alors, ce que moi, je fais, c'est qu'à chaque fois que je vois un bon investissement, je suis prêt à investir jusqu'à 20 000 de plus de ce que je possède. Mais ça, c'est juste ma stratégie. En ce moment, pour la première fois depuis longtemps, bien, depuis février, je ne suis pas endetté. Alors, normalement, j'ai un peu de dette, mais depuis février, j'ai décidé que les marchés étaient trop élevés. Alors, si tu regardes, excusez-moi pour la tangente, je vais revenir au cours dans une seconde. Alors, si tu regardes le S&P, moi, en janvier de l'année passée, alors ça, c'est le S&P, c'est la bourse. Alors, si tu regardes la bourse sur on va regarder les 10 dernières années, alors depuis la crise de 2009. Alors, regardez ça, moi, j'appelle ça, tout ça, ça avait grimpé. Ensuite, ça avait planté. Ça, c'est en février, mais ça veut planter. On avait 2 jours pendant les 2 années précédentes où est-ce que ça chutait de 1000 pièces. Puis rendu ici, je pensais que le prix de la bourse était vraiment élevé. Tu sais, ça a continué d'augmenter. Mais j'ai enlevé une partie j'ai vendu des actions à ce moment-ci. Et à partir de ce moment-là, je n'étais pas endetté. En ce moment, je ne suis pas endetté. Alors, je ne sais pas si la bourse est surévaluée ou sous-évaluée, mais je le sais que moi, je ne veux pas m'endetter pour investir davantage. Alors, mon portefeuille actuel, je vais laisser l'argent là. Je suis en train de penser enlever des sous quand je vais vendre BMO puis BlackBerry. Je vais enlever quelque chose comme 40 000 de la bourse. Alors, je vais avoir 40 000 cash. Alors, ça, c'est une petite tangente. Écoute, ça ne rentre pas nécessairement dans, ça rentre pas nécessairement dans le cours, mais c'est quand même intéressant pour ceux qui vont s'intéresser à l'investissement. Un conseil que je peux vous donner à propos de l'investissement, c'est que quand vous allez vous mettre à travailler, j'espère en tant que comptable agréé, si vous vous mettez à travailler comme comptable agréé, la première chose que vous faites avec votre premier chèque de paye, c'est de maximiser votre REER, votre régime de retraite. Moi, à l'UQAM, je paye 9 de mon salaire. L'UQAM match dollar pour dollar. Alors, moi, je mets 9 l'UQAM met 9 et qu'est-ce qui arrive? Je mets 18 dans mon régime de retraite. Alors, tout ce qui reste, je peux jouer avec. Alors, pour plusieurs personnes, si vous avez un régime 6-6-6, vous mettez 6 votre employeur va mettre un autre 6 et vous avez le droit de mettre un 6 qui ne sera pas matché. Alors, vous mettez 12 votre employeur 6 le 18 Un REER, si vous n'avez pas un régime au travail, un REER, vous avez le droit de mettre 18 de votre salaire par année, mettez le 18 Pourquoi? À 25 ans, les petites scènes que vous mettez à 25 ans, ils vont accumuler avec intérêt pendant 30-40 ans. Alors, à 55 ans, si vous êtes partner et vous faites 200 000 par année, vous allez avoir 5 à 10 ans de compounding de rendement. Tandis que les montants que tu as mis à 25 ans, ils vont faire du 10 par année. Une autre chose, à 25 ans, vous pouvez prendre plus de risques, investissez juste dans des actions. À 55 ans, vous ne pouvez pas prendre ce risque-là, vous devez être plus investi dans des obligations. Alors, moi, je fais 54 000 par année. Quand j'enseigne 6 cours, je fais 54 000 par année, je pense. Je n'ai jamais même vérifié. La première chose qui arrive, il y a 9 qui rentre dans mon régime de retraite. Tout le reste qui est payé. Puis, s'il me reste de l'argent à la fin de l'année, je pars en voyage. Avec l'argent qui me reste à la fin de l'année, je pars en voyage. En revenant au mois de septembre, c'est ce moment-là que j'investis, je tente d'investir. OK. Alors, la fonction d'utilité, c'est cash flow plus 100 000. Racine carrée, c'est notre fonction d'utilité. On a 2 projets. Le projet peut valoir moins 100 000, 0, 100 000, 200 000 avec probabilité 0,2, 50 20 10 Projet B, moins 100 000, plus 100 000, 200 000, probabilité 50, 25, 25. Et le troisième projet, il est certain avec 19 000. Donc, quel projet choisira un investisseur qui est neutre au risque? Neutre au risque, ça veut dire qu'on est intéressé à maximiser la vanne. Donc, on va tout simplement calculer la vanne de chacune des 3 projets et la vanne la meilleure vanne, c'est elle qu'on va prendre. Donc, on prend chaque possibilité fois sa probabilité. Donc, l'espérance du projet A est de 20 000, l'espérance du projet B est de 25 000, l'espérance du projet C est de 19 000. On va préférer le projet B. Par contre, il y a une chance qu'on perd 100 000 pendant l'année dans le projet A et B. Le projet C, il est certain, mais c'est juste 19 000.
Alors, quelqu'un qui est neutre au risque va maximiser sa vente, va préférer le projet B. Quelqu'un qui est averse au risque, une personne qui est averse au risque désire maximiser l'utilité qui découle de la vente. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder quelle est l'utilité de moins 100 000, quelle est l'utilité de 0, quelle est l'utilité de 100 000, quelle est l'utilité de 200 000, et on va pondérer l'utilité de chacun et on va calculer l'espérance de l'utilité de la vanne. Donc, l'utilité de l'espérance de A, alors c'est chaque cash flow plus 100 000. Alors, si le projet a une vente de moins 100 000, l'utilité, c'est l'utilité de racine de 0. Alors, 20 on a une utilité de 0. 50 du temps, on a une utilité de 0 plus 100 000, la racine carrée de 100 000. 20 du temps, on a racine carrée de 200 000. Et 10 du temps, on a racine carrée de 300 000. Donc, en moyenne, l'utilité moyenne, l'utilité de la vente du projet A, c'est 302 et 33. On fait la même chose pour B, 248 et 73. Et on fait la même, l'utilité de C, c'est tout simplement 19 000 fois plus 100 000, la racine carrée de 119 000. Alors, ça nous donne 344. Donc, quelqu'un qui est averse au risque va préférer le projet C, parce que pour le risque qui est découlé du projet, on préfère C. Alors, regarde, ici, tu as 20 de chance de perdre de l'argent. Ici, tu as 50 de chance de perdre de l'argent. Ici, c'est certain que tu vas tout le temps faire de l'argent. Je vais juste avoir une discussion avec mon coloc en ce moment, puis lui, il me disait, écoute, lui, il ne veut jamais investir. Alors, lui, il fait un salaire fou, il fait comme 100 000 par année de salaire. Alors, puis, tu sais, son loyer, c'est comme 700 $ par mois. Alors, lui, il a plein d'argent, mais tout ce qu'il fait avec son argent, il met ça dans un compte de banque. Il y a quelque chose comme 150 000 qui traîne dans un compte de banque en ce moment. Puis, j'ai dit, écoute, tu devrais investir ça, tu es jeune, tu peux prendre le risque. Puis lui, il me dit, mais écoute, je ne veux pas perdre mon argent, je ne veux pas prendre le risque. Mais regardez ça d'une autre façon. Lui, il a 30 ans en ce moment. Sur les 30 prochaines années, s'il est investi à la bourse, il va avoir au moins une année où est-ce que la bourse va perdre 50 peut-être 2 fois, même peut-être 3 fois. Mais sur 30 ans, il va faire en moyenne du 10 S'il laisse juste son argent en obligation d'épargne, c'est certain qu'il va faire du 3 par année. Mais son argent, je disais avec les chiffres qu'il me disait, à 60 ans, il va avoir comme 1 million dans son compte de banque. Par contre, s'il prenait cet argent-là et il investissait même dans un fonds mutuel qui paye juste du 8 ou un fonds d'index qui paye du 10 en moyenne, je veux dire, il peut avoir 3, 4, 5, 6 fois le montant d'argent à cause des intérêts composés. Donc, quelqu'un qui est averse au risque va préférer C. Pourquoi? Il fait son 19 000 garanti à chaque année. Alors, il ne prend pas le risque de perdre 100 000. Maintenant, si tu es une grosse compagnie, tu vas probablement être neutre au risque. Pourquoi? Tu as des milliers de projets. Et si tu as des choix entre 1000 projets A, 1000 projets B, 1000 projets C, tu préfères avoir 1000 projets A parce que c'est certain qu'il y en a 20 qui vont valoir moins 100 000. Il y en a 50 qui vont valoir 0. Tu as 20 qui vont valoir 100 000, mais tu vas voir, si tu as 1000 projets, tu vas en avoir 100 qui vont valoir 200 000. En moyenne, sur les 1000 projets, tu vas avoir une vanne, tu vas préférer le projet B, je veux dire. Alors, si tu as 1000 projets, tu en as 500 qui vont perdre 100 000, 25 qui vont faire 100 000, puis 25 qui vont faire 200 000. En moyenne, chaque projet va faire du 25 000, mais tes 1000 projets vont valoir 25 millions. Ici, tes 1000 projets valent 20 millions. Ici, tes 1000 projets valent 19 millions. Alors, une grosse entreprise, c'est neutre au risque. On va préférer le projet B. Mais un individu comme toi ou moi, comme vous ou moi, probablement qu'on est plus averse au risque. On va tout simplement préférer notre bon 19 000 sécuritaire à chaque année. En passant, il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, avec toutes mes connaissances en finance, pourquoi est-ce que je ne suis pas en train de travailler chez Goldman Sachs? J'y ai pensé. Puis la raison, honnêtement, j'aime ma vie, je n'ai pas de stress. Alors, je voyage 5 mois par année. Je m'en vais en Tanzanie le mois prochain. Alors, je voyage 5 mois par année. Je n'ai pas été capable de voyager l'été passé. Je voyage 5 mois par année. J'adore ma job, surtout quand on est en salle de cours. C'est un peu plus stressant en ce moment. Mais écoute, j'ai fait le choix. Moins de salaire pour plus de bonheur. Alors, l'argent n'apporte pas le bonheur. C'est le manque d'argent qui apporte toujours la misère.
Et c'est pour ça que je ne travaille pas chez Goldman Sachs. C'est 60 heures semaine pendant. Tu ne prends pas de vacances, 60 heures semaine. Tout le monde fait un burn-out, mais tu fais un burn-out après 10 ans avec 2 millions dans ton compte de banque. C'est pas vivre ça. Alors, j'ai fait une décision de prendre moins de salaire, mais de rester heureux. Je ne suis jamais marié, je n'ai jamais acheté une maison, je n'ai jamais eu d'enfant, que je sache. Écoutez, c'est un choix. Alors, il y a un acquéreur qui achète toutes les actions ordinaires de la compagnie C, la cible. Taux comparatif est de 30 %. Donc, les données. Pour l'acquéreur, on a les ventes. 60 % des ventes, c'est les coûts de marchandises vendues. On a les coûts fixes. On connaît la charge de dépréciation. La compagnie n'a aucune dette, mais paye un dividende privilégié de 100 000 $. Alors, ça, c'est un cash flow qui sort. Quand on fait nos fusions-acquisitions, on regarde le cash flow qui va aux actionnaires ordinaires. Rendement attendu des actionnaires de 11 %, c'est les actions ordinaires, et le taux de croissance attendu est de 5 %. Pour la cible, même chose, les ventes, coût variable, coût fixe, charge de dépréciation. L'intérêt, ça va être 6 % de 1 million. Le rendement attendu des actionnaires est de 14 % et le taux de croissance est de 3 %. Compagnie fusionnée. Coût de marchandises vendues représente 60 % des ventes. Coût fixe. Alors, on a, à moins d'avis contraire, assumé que c'est tout simplement la somme des composantes. Alors, les ventes vont être de 4 millions plus 6 millions, 10 millions. 60 % ça va être des coûts variables. Des coûts fixes vont être de 2 millions. Alors, il y a des coûts fixes qui disparaissent. La compagnie va assumer la dette de la cible et va renégocier à du 4 %. Au lieu de payer 60 000 par année, elle va payer 40 000 par année. Le rendement attendu des actionnaires va être encore une fois de 11 % et non de 14 %. Alors, il y a des synergies là. Et le taux de croissance va être de 5 % et non 3 %. Il y a des synergies qui sont là. OK, donc, alors la question qu'on se demande, quelle est la valeur minimale de la cible? Alors, alors, commencez par calculer les cash flows. Alors, vente, moins coût variable, moins coût fixe, moins la charge de dépréciation, moins les intérêts, moins les taxes, moins la charge de dépréciation. Et ça te donne le cash flow pour tous les fonds propres, equity. On doit soustraire le dividende privilégié de 100 000 $. Et ça, c'est le cash flow qui va aux actionnaires ordinaires, les common shares. Par la suite, quelle est la valeur des actions ordinaires de l'acquéreur? Alors ici, on a juste une croissance perpétuelle. Alors au cours, on avait des taux de croissance pendant 4 ans, puis un taux de croissance par la suite. Ici, on a un taux de croissance qui est égal à 5 %. Donc la valeur de l'entreprise, ça va être égal à la valeur du cash flow au temps 1 divisé par R moins G. Alors la valeur au temps 0, c'est le cash flow au temps 1 divisé par R moins G. Le cash flow au temps 1, c'est le cash flow au temps 0 accumulé avec une période de croissance. R, c'est le rendement des actionnaires. G, c'est le taux de croissance. Alors, la valeur de la compagnie est donnée. Quelle est la valeur de la cible? La valeur de la cible, encore une fois, c'est le cash flow de l'année plus récente, actualisé à du 3 % divisé par le rendement des actionnaires, 14, et moins le taux de croissance, 3 %. Donc, pour la cible, avec nos hypothèses, la cible vaut ceci. Alors, c'est le minimum que la cible, elle est prête à accepter. Et quelle est la valeur de la compagnie fusionnée? Mais c'est tout simplement, alors, on fait la fusion de l'entreprise. Alors, selon nos hypothèses, les ventes, ça va être la somme des ventes. On dit, selon les hypothèses, que 60 % c'est des coûts variables. Alors, on voit qu'on économise 400 000 en coûts fixes. La charge de dépréciation, vous n'allez jamais avoir des synergies là. Au lieu de payer, on assume la dette, mais au lieu de payer du 6 %, on paye du 4 %. Les taxes, on n'a pas de synergie là. Et ça nous donne notre cash flow de l'année la plus récente. Par contre, le dividende privilégié de 100 000 qu'on doit payer, il nous reste 1 362 000 qui va être applicable aux actionnaires ordinaires de la compagnie fusionnée. Donc, quelle est la valeur de la compagnie fusionnée? C'est le cash flow zéro avec une période de croissance, 5 % selon les hypothèses, divisé par R moins G. Alors, voici la compagnie fusionnée. Donc, quelle est la valeur des synergies? C'est la valeur de la compagnie fusionnée, puis on soustrait la valeur de la somme des composantes. Alors, A plus C, on compare ça avec AC, la compagnie fusionnée. La différence, c'est la valeur des synergies. Alors, 23 millions, la valeur de la compagnie fusionnée, moins la somme des composantes, ça veut dire qu'il y aurait des synergies de 12 953 000. D'où viennent ces synergies? Alors, il y en a plusieurs. Si on regarde ici, alors il n'y a aucune synergie dans les ventes,
Mais vous voyez qu'au lieu de payer, alors ici, la compagnie, l'entreprise, 60% de ses coûts variables, de ses ventes, c'est des coûts variables. Ça tombe à 60%. Au lieu, alors, ça veut dire qu'on économise, alors en tout, on économise 300 000 en coûts variables. On élimine 400 000 en coûts fixes. Alors, 300 000 en perpétuité, 400 000 en perpétuité, tu as 700 000 là en perpétuité, mais tu as des taxes aussi qu'on doit traiter. On économise 20 000 en perpétuité en intérêt. Puis par la suite, on regarde les taxes. Et quoi d'autre? Ah oui, en plus, pour la compagnie, la cible, pour tous les cash flows futurs, on va les escompter maintenant à du 11% et non à du 14%. Alors, d'un point de vue financier, il y a des synergies financières qui sont là. Donc, quelle est la valeur des actions de la compagnie, la valeur des synergies? Quelle est la valeur maximale de la cible qui est prête à payer l'acquéreur? C'est la valeur de la cible plus la valeur des synergies. Donc, entre 4 756 000 et 17 710, c'est là où est-ce qu'on va négocier. Alors, supposons que, tu sais, toi, tu as une entreprise qui vaut 4,7 millions, on t'offre 10 millions pour tes actions. Tu vas probablement le prendre, tu as 5,3 millions de gains là, puis il reste quand même 5,3, il reste quand même 7,6 millions ou 7,7 millions de valeur qui sera ajoutée à la compagnie fusionnée. Maintenant, la raison pourquoi la plupart des fusions-acquisitions échouent, c'est qu'on est très, très libéral dans nos hypothèses. Alors, pensez Donald Trump, tu vas voir qu'on va faire la fusion de cette compagnie, on va faire plein de cash, tout le monde va être heureux, lui c'est un bon gars, c'est un bon gestionnaire, il sait qu'est-ce qu'il est en train de faire. Alors ça, on appelle ça en anglais du hubris, c'est l'arrogance du gestionnaire, managerial hubris. Alors, c'est l'ego du gestionnaire, c'est tout simplement, on pense être beaucoup plus intelligent qu'on l'est réellement. Alors, ça fait partie du groupe de conditions mentales qui s'appelle en anglais des heuristics. Alors, on est très mauvais pour une auto-évaluation. Des étrangers sont plus capables de nous évaluer que nous, on est capable de nous évaluer nous-mêmes. Alors, on pense qu'on est beaucoup plus intelligent qu'on est. On juge les autres sur leurs actions, mais on juge nous-mêmes selon sur nos intentions. Alors, on appelle ça des heuristics. Puis en anglais, un des heuristics, c'est avoidance of cognitive dissonance. Une des choses qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de bon dans notre vie, on prend crédit pour, même si c'est aléatoire. Et quand quelque chose qui est négatif arrive, qui est de notre faute, on crédite ça à la chance. Alors, je me souviens, mon cousin m'avait dit, il avait acheté une maison pour 100 000. À son apogée, la maison valait 300 000. Puis ensuite, le marché a planté en 2009, la maison valait 200 000. Alors, lui, il disait, écoute, j'ai fait plein d'argent, j'ai créé 200 000 de valeur sur ma maison, puis ensuite, le gouvernement m'a baisé pour 100 000 C'est comme ça qu'il le voyait, mais il le voyait vraiment comme ça. Il n'était pas capable de voir autrement. OK, alors pour un projet, investissement initial, puis on a 6 cash flows, le taux d'actualisation, quelle est la vente du projet? Écoutez, si vous n'êtes pas capable de faire cette question-là, la note de passage est de 55. Quelle est la prime de risque qui rend la vanne égale à 0? Alors, à quel taux d'intérêt est-ce que la vanne vaut 0? Donc, c'est au taux d'intérêt de 32,66. Donc, si le taux d'intérêt est de 7 si on ajoute 25,66 au taux d'intérêt, c'est la prime de risque qui rend la vente égale à 0. En passant, j'acceptais parfaitement qu'on faisait 1 plus I est égal à 1 plus la prime de risque fois 1 plus le taux original. OK, alors, c'est comme pour l'équation de l'inflation. Alors, le taux réel, c'est le taux nominal moins le taux sans risque. Ou vous pouvez faire 1 plus I fois 1 plus le taux sans risque. Si au lieu d'utiliser une prime de risque, on utilise des équivalences de certitude, alors premier cash flow fois 0.96, deuxième cash flow 0.92, 0.88, 0.84, 0.80, 0.76 pour les années 1 à 6. Et vous faites le calcul de la vanne. Cette question-là était très bien réussie. Question 11. Flux monétaire. Alors, est-ce que j'ai des notes là-dessus? Ah oui, une petite note. Souvent, ce que j'ai dit dans le passé, que pour chaque année projetée, l'équivalence de certitude, c'est 0.95.
J'ai eu plusieurs examens où est-ce que j'ai fait ça. Ça veut dire que le premier cash flow, vous multipliez par 0,95. Le deuxième cash flow, vous multipliez par 0,95 au carré. J'ai plusieurs étudiants qui ont tout simplement pris 0,95 pour chacune des années, les 6 années. La raison pourquoi tu le fais au carré, c'est que le cash flow dans une année, il est plus certain que le cash flow dans 2 ans. Le cash flow dans 3 ans, il est encore moins certain, puis le cash flow dans 6 ans, c'est le moins certain. Alors, tu utilises un chiffre entre 0 et 1 pour être très conservateur dans nos estimés. Si la vente elle est toujours positive, on procède avec le projet. OK, alors les cash flows pour les 3 prochaines années. Cash flow 1 suit une normale de moyenne 500 000, d'écart type 50 000. Le taux de croissance de la deuxième année est de 5 % et le troisième année, je ne dis rien dessus encore. OK, alors si cash flow 1 suit une normale de moyenne 500 000 et d'écart type 50 000, cash flow 2 suit une normale de moyenne 500 000 fois 1,05. Alors, cash flow 2, c'est 1,05 fois cash flow 1. L'espérance de cash flow 2, c'est 1,05 fois l'espérance de cash flow 1. La variance de cash flow 2, c'est la variance de 1,05 fois cash flow 1. Donc, la variance va être 1,05 au carré fois la variance de cash flow 1, 50 000 au carré. Donc, quelle est la probabilité que cash flow 1 soit plus grand que 480 000? Alors, la probabilité d'être plus grand que 480 000, c'est 1 moins la probabilité d'être plus petit que 480 000. Et on applique la formule X moins la moyenne divisée par l'écart type. C'est une normale standard. Et on regarde dans notre tableau. Alors, si on a un chiffre qui est négatif pour une normale standard, phi de moins C, c'est égal à 1 moins phi de C. Alors, phi de moins 0,4, c'est égal à 1 moins phi de 0,4. Quelle est la probabilité que cash flow 1 soit entre 530 000 et 540 000? C'est la probabilité d'être plus petit que 540 000 moins la probabilité d'être plus petit que 530 000. Donc, la probabilité d'être plus petit que 500... Oups, il y a de d'avoir une petite coquille ici. La probabilité d'être entre 530 000 et 540 000, c'est la probabilité d'être plus petit que 540 000, moins la probabilité d'être plus petit que 530 000. On va changer ça. OK. Et le reste, ça a de l'air d'être bon. 40 000, ouais, c'est ça. Alors, le reste a de l'air d'être bon. Alors, phi de 0,8 moins phi de 0,6, ça nous donne, alors, phi de 0,8, phi de 0,6, ça nous donne 6,24 %. Calculer l'espérance de cash flow 2. Alors, l'espérance de cash flow 2, c'est 1,05 fois l'espérance de... cash flow 2, c'est 1,05 fois cash flow 1. Alors, 1,05 fois l'espérance de cash flow 1, c'est 525 000. Alors, 1,05 fois 500 000. Calculer la variance de cash flow 2. Alors, c'est la variance de 1 plus G fois la cash flow 1. Donc, c'est 1 plus G au carré fois la variance de cash flow 1. Donc, 1,05 au carré fois la variance de cash flow 1, l'écart type au carré. Quelle est la probabilité que cash flow 3 soit à moins de 1 écart type de sa moyenne? Donc, quelle est la probabilité que cash flow 3 soit à un écart type de sa moyenne? Donc, si vous mettez n'importe quel chiffre pour une moyenne, n'importe quel chiffre pour un écart type, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez avoir la probabilité d'être plus petit qu'un écart type, moins la probabilité d'être plus petit que moins un écart type. Donc, mettez n'importe quel chiffre. Alors, quelle est la probabilité d'être entre... vous regardez la moyenne. Alors, vous regardez la moyenne. La probabilité d'être entre plus un écart type et moins un écart type. Donc, ça va être la probabilité d'être plus petit qu'un écart type, moins la probabilité d'être plus petit que moins un écart type. Alors, si vous faites X moins la moyenne divisé par écart type, qu'est-ce que vous allez voir? C'est que vous revenez à phi de 1 et phi de moins 1. Alors, pour toute la table normale, ça a tout rapport. Alors, le chiffre qui est à gauche, alors phi de C, C, c'est tout simplement le nombre d'écarts types à la droite de la moyenne. Donc, phi de 1 écart type moins phi de 1, moins un écart type, alors ça devient 1 moins phi de 1 écart type. Alors, c'est 0,8413 moins 1 moins 0,8413, donc 68,26 %. Alors, ce chiffre-là, je l'ai déjà vu parce que si jamais vous regardez quelle est la probabilité d'avoir un quotient intellectuel entre 90 et 110,
Alors, la moyenne du quotient intellectuel, c'est 100. Si l'écart type est de 10, c'est la probabilité d'avoir un quotient intellectuel entre 90 et 110. Pour n'importe quel chiffre de moyenne ou d'écart type, ça va fonctionner. Donc, la question ici, c'est identique à dire quelle est la probabilité d'avoir un quotient intellectuel entre 90 et 110. Alors, l'écart type, c'est 10, la moyenne, c'est 100. Alors, la probabilité d'être à l'intérieur d'un écart type de la moyenne, 90 à 110. Et vous allez voir que ça fonctionne pour cette équation. Alors, si vous faites la moyenne de 100 moins un écart type de 10, ça va fonctionner. La réponse va tout le temps être de 68,26. Que vous prenez n'importe quelle moyenne, n'importe quel écart type, va tout le temps être de 68,26. OK, continuons. Problème 12. Alors, on a nos cash flows pour les cash flow possible pour l'année prochaine, alors ainsi que la probabilité de chaque cash flow. Taux d'intérêt de 8,2 l'investissement initial de 27 500. Projet dure 4 ans. Alors, pour n'importe quelle année, voici la distribution des cash flows. Afin de simuler les 4 cash flows du projet, on génère les nombres aléatoires suivants. Donc, si jamais vous simulez un chiffre entre 0 et 1 qui est entre 0 et 0,025, vous avez simulé 10 000. Entre 2,5 et 7,5 vous avez simulé 11 000. 7,5 à 15 vous avez simulé 12 000. 15 à 25, vous avez 13 000. Alors, on est rendu à 15, 25. 25 à 75, vous avez 14 000. 75 à 85 vous avez 15 000. 85 à 92,5, vous avez 16. 92,5 à 97,5, vous avez 17. Et 97,5 à 1, vous avez 18 000. Alors, voici la distribution qui est ici. Alors, pour ces chiffres, 0,84, vous avez simulé 15 000. 0,059, vous avez simulé 11 000. 0,139, vous avez simulé 12 000. 0,951, vous avez simulé 17 000. Donc, vous calculez la valeur actuelle. Alors, c'est tout simplement avec ces cash flows. Alors, investissement initial. Les 4 cash flows simulés escomptés à 8,2 et ça vous donne la vanne du projet. Il y en a des questions? Ah, il y avait plus. J'avais 3 groupes l'année passée, c'est pour ça. La valeur nominale d'une obligation 5 ans avec un coupon annuel est de 1 000 chaque coupon a une distribution de moyenne 50 et à variance 10. Alors, l'écart type, c'est la racine carrée de 100. Le taux d'intérêt annuel est de 4,7 Alors, encore une fois, on va utiliser, on va simuler des chiffres. Alors, on va simuler des chiffres en utilisant la table normale. Donc, je vais sortir une table normale. Donne-moi 2 secondes. Formule du final. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on fait de la simulation? Quand on fait de la simulation, le chiffre qui est entre 0 et 1, ça devient notre probabilité. Alors, si je te donne un chiffre comme pour la question précédente, on regardait entre des intervalles. Pour la normale, si je vous donne un chiffre entre 0 et 1, il va tomber directement sur une valeur. Alors, si je te donne 0,62251, X moins la moyenne divisé par l'écart type, c'est un chiffre, vous calculez la probabilité de X moins la moyenne divisé par l'écart type. Et je vous dis que c'est égal à 0,625. Donc, X moins la moyenne divisé par l'écart type, c'est égal à 0,32. Si je vous dis que le chiffre aléatoire est de 0,8340, ça veut dire que X moins la moyenne divisé par l'écart type vaut 0,97. Donc, voyons qu'est-ce qui arrive ici. On a simulé le chiffre 0,5080. Donc, X moins sa moyenne, la moyenne c'est 50, divisé par son écart type, racine carrée de 10, est égal, la probabilité de ça est égale à 0,5080. Donc, 0,5080, c'est égal à 0,002. La probabilité du normal standard qui vaut 0,002, cette probabilité est 50,80%. Donc, C est égal à 0,02. Donc, cash flow moins la moyenne divisé par l'écart type vaut 0,002. Donc, si j'ai un cash flow qui est égal à 50,06, quelle est la probabilité que le cash flow soit plus petit que 50,06?
50,06 moins 50 divisé par la racine carrée de 10 te donne 0,02. 0,02, 0,02, la probabilité est égale à 0,080. Mais ici, je te donne la probabilité, je te demande quel est l'événement. Donc, on fait ça pour chacun des chiffres. Alors, si le chiffre entre 0 et 1 est plus grand que 0,5, c'est beau, on peut utiliser la table. Mais si le chiffre est plus petit que 0,5, on a un problème. Ça veut dire qu'on est plus petit que notre moyenne. Donc, on doit utiliser cette formule. Alors, phi de moins c est égal à 1 moins phi de c. Alors, si je te donne un chiffre qui est plus petit que 0,5, alors phi de c est égal à la probabilité. Alors, la phi de notre normal standard vaut 0,2546. Alors, phi de l'inverse, alors phi de négatif est égal à 1 moins phi de c est égal à 0,7454. Et donc, en conséquence, on est capable d'isoler notre c. Alors, c'est égal à 0,7454. Ça nous donne un... Alors, si phi de c est égal à 0,7454, 0,7454, alors phi de moins c est égal à 0,66. Moins c est égal à 0,66, donc c est égal à moins 0,66. Et c'est ça. Alors, C est égal à moins 0,66. Alors, moins C est égal à 0,66. C est égal à moins 0,66. On multiplie par l'écart type, on ajoute la moyenne, on isole notre cash flow et ça nous donne notre cash flow. Donc, quel est le prix de l'obligation? On va calculer les 4 coupons. On va calculer les 4 coupons. Alors, 5 ans, coupon 1. Alors, merde, je veux des petites coquilles. Si jamais vous voyez ces coquilles et vous voulez un point bonus, vous avez juste besoin de me le dire. Coupon 1, coupon 2, coupon 3, coupon 4, coupon 5. Et le prix de cette obligation, c'est la valeur actuelle des 5 coupons plus le 1 000 à la toute fin. Et donc, voilà la valeur de l'obligation. Et ouais, c'est la dernière slide. Parfait. Alors, j'ai pris un peu plus de temps, j'ai fait un peu de blabla. Le TP, écoute, le TP, honnêtement, je vais passer à travers à l'intérieur de 15 minutes. Vous l'avez tous fait. Vous avez très bien réussi, alors bravo. J'espère que ça persiste pour l'examen. Le deuxième TP, il est relativement facile vis-à-vis le premier. Le premier, il était long. Sarah Brigitte, reste à la toute fin, puis on va regarder ça. OK, donc, qu'est-ce qui arrive? Le cours 7, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on regardait les événements, puis on calculait quelle était la probabilité. Le cours 8, on vous donne un chiffre entre 0 et 1 et on vous donne la probabilité. Alors, nous, on dit, ça, c'est la probabilité. Quel est l'événement qui correspond à cette probabilité? Alors, c'est ça de la simulation. C'est ça. Alors, c'est ça de la simulation. Cours 7, événement, quelle est la probabilité de cet événement? Maintenant, je vais simuler des événements au cours 8. Alors, je vous donne un chiffre entre 0 et 1 et je vous dis, ça, c'est la probabilité. Donc, si c'est des intervalles, parfait, vous trouvez l'intervalle, vous trouvez votre cash flow. Mais si c'est la normale, n'oubliez pas que pour la normale, alors, je vous donne la probabilité qui va se trouver quelque part dans ce tableau. Écoute, je ne vais pas être chien et trouver un chiffre qui est entre deux bandes, ce serait chien de ma part. Alors, je vous donne la probabilité. Alors, quand on simule un chiffre entre 0 et 1, par coïncidence, il va trouver tout le temps être un chiffre qui est dans ce tableau. Vous trouvez le chiffre et vous regardez quel est l'événement qui correspond. Alors, si je vous dis que c'est 0,8186, ça correspond à l'événement 0,91. Alors, x moins la moyenne divisée par l'écart type est égal à 0,91 et la probabilité du normal standard qui soit plus petite que 0,91, c'est 81,86 %.